Merci d'être avec nous sur France Culture. Voici l'esprit public en direct et en public de la Maison de la Radio. Vous êtes vraiment très nombreux ce matin. Merci à vous vraiment pour votre présence. Comme toujours, nous allons porter ensemble un autre regard sur l'actualité de la semaine avec nos visiteurs du dimanche. Aujourd'hui, la philosophe Monique Cantos-Perber, le directeur général du think tank Terra Nova Thierry Pech, la psychanalyste Elisabeth Roudinesco et le journaliste du Monde Gérard Courtois. Au sommaire ce dimanche, frappe en Syrie, mieux vaut tard que jamais. Et avant l'interview du président français ce soir à la télévision, la fabrique des images selon Macron. Des frappes États-Unis, France, Grande-Bretagne ont donc eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi. L'opération a visé des sites militaires et un centre de recherche soupçonné d'héberger le programme chimique du régime de Bachar el-Assad près de Homs et à Damas. Depuis, Washington, Londres et Paris parlent de mission accomplie. Bachar el-Assad, lui, a fait diffuser sur la toile des images de son arrivée au bureau hier matin, sacoche à la main, comme un jour ordinaire. Vladimir Poutine, lui, ne s'est pas montré. Mais on a beaucoup vu sur les réseaux sociaux des images de villes syriennes où les soldats russes étaient acclamés et salués par les populations. Message, la Russie est dans la place. L'Occident a donc frappé ce week-end, rétabli la fameuse ligne rouge. Mais avec quel scénario pour demain ? En géopolitique, le temps perdu se rattrape-t-il ? Tout ce temps passé depuis l'été 2013, cet été en forme d'occasion manquée, cet été où il ne s'est finalement rien passé. 5 ans plus tard, 350 000 morts après, plus de califat, mais des cartes rebattues dans la région. Russie, Iran, Turquie, aux manettes pour maintenir le régime Assad, occuper le terrain, bloquer les mécanismes onusiens. Alors Trump pouvait bien lancer des tweets et des missiles avec l'aide de la France et de la Grande-Bretagne. On se demandait si la formule « mieux vaut tard que jamais » avait encore vraiment un sens dans cette région du monde. My fellow Americans, a short time ago, I ordered the United States Mes chers compatriotes, j'ai décidé ce soir d'ordonner des frappes précises sur des cibles liées au programme d'armes chimiques du dictateur syrien Bachar el-Assad. Une opération militaire conjointe avec la France et la Grande-Bretagne est en cours. Je veux vous dire pourquoi nous avons décidé de déclencher cette opération. Samedi dernier, le régime syrien a à nouveau procédé à une attaque chimique pour massacrer des civils innocents à Douma, près de Damas. Ceci n'est pas l'œuvre d'un être humain, mais bien le crime d'un monstre. Nous sommes prêts à poursuivre cette opération jusqu'à ce que le régime syrien cesse son usage des armes chimiques interdites. Voilà, déclaration solennelle de Donald Trump vendredi soir, presque sobre, Thierry Pech. Est-ce qu'une sorte de morale diplomatique a gagné cette semaine en Syrie, ou du moins a refait son apparition ? Cette expression de morale diplomatique est presque un oxymore au regard de l'histoire. La morale et la diplomatie font pas toujours bon ménage, et même rarement. Donc on est partagé entre la nécessité de défendre des principes, et de ce point de vue-là, la diplomatie française a été relativement constante, et en même temps, on est instruit par les leçons du passé, y compris du passé récent. Je vous rappelle que lorsqu'on est intervenu en Libye, c'était au nom de principes moraux, et on connaît les conséquences désastreuses de ce conflit. Je le dis d'autant plus volontiers que j'y étais favorable à l'époque et que je m'en mords les doigts aujourd'hui, comme beaucoup, je crois. Donc, en matière de diplomatie, la poursuite du bien est légitime, mais elle ne doit pas faire l'économie d'une forme de conséquentialisme exigeant. Il faut s'interroger sur les effets de ce qu'on fait. Est-ce que, dans le cas présent, on est conséquentialiste ? Je crois que oui. Je crois que l'intervention des Occidentaux est une intervention modeste,
lourde par les munitions qui ont été engagées, mais modeste dans son ciblage. Il a été prêté une grande attention à la nécessité de ne pas donner le sentiment de partir en guerre contre le régime, de ne pas donner le sentiment de partir en guerre contre les Russes. Et du coup, on pourrait même dire que cette intervention a quelque chose de symbolique. Alors c'était important parce que la lutte contre la prolifération des armes chimiques suppose que la dissuasion soit au rendez-vous, c'est-à-dire que le message soit envoyé à tous ceux qui seraient tentés d'y venir, que ça a un coût. Et de ce point de vue-là, les Occidentaux ont fait le travail qu'ils n'avaient pas su faire en 2013. Je rappelle quand même que l'interdiction des armes chimiques aura bientôt 100 ans, puisque... Date de 1925. Elle date de... Non, l'article 171 du traité de Versailles de 1919 est le premier article d'un traité international dans lequel on prohibe un certain nombre d'armes chimiques, pas toutes. Bon. Et bien sûr, c'est aussi l'œuvre de la Convention d'interdiction des armes chimiques qui date, elle, des années 90 et qui était plutôt un succès jusqu'ici. Convention que la Syrie a rejointe en 2013 au terme de la crise dont on se souvient tous, qui avait vu Poutine justement s'engager, se porter garant de la destruction de l'arsenal chimique syrien. Donc il fallait très certainement intervenir. Cette intervention est néanmoins très modeste, symbolique, et c'est heureux. Et c'est heureux, je n'en fais pas une critique. Maintenant, on peut s'interroger sur le processus qui y a conduit. Est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu moi, j'ai confiance dans le chef de l'État et dans nos services. S'ils me disent qu'ils ont des preuves, je veux bien les croire. Néanmoins, l'intérêt n'était pas de me convaincre moi ou de convaincre des gens comme moi. L'intérêt était de convaincre ceux qui pouvaient en douter. Et donc, il eût été peut-être préférable d'attendre que des inspecteurs rapportent ces preuves, ou en tout cas des faisceaux de présomption tels que... Le temps de l'explication, en tout cas en France, devrait venir ce soir avec cette intervention télévisée dont on parlera dans notre seconde partie, et puis à l'occasion d'un débat parlementaire qui se tiendra dans les deux parlements demain lundi. Mais d'abord, encore un mot sur cette notion de morale diplomatique ou de légalité de la guerre ou de guerre juste, qui sont vos sujets précisément, Monique Cantos-Perber, puisqu'en 2005, vous aviez publié ce livre, Le bien, la guerre et la terreur pour une morale internationale. Vous avez encore écrit sur ce thème ensuite. Est-ce que c'est aussi cela que vous avez vu dans ce qui s'est joué ce week-end, de nouvelles interrogations ou une revisitation de la notion de guerre juste ? Les faits ont été rappelés, les armes chimiques sont interdites et même la signature de la Convention de 2013 était un succès de la diplomatie internationale, d'une certaine manière, ou de la légalité internationale, puisque presque 184 États l'ont signé. Donc jamais une convention n'a rallié autant de partisans. De plus, un corps d'inspection a été mis en place qui a affirmé d'ailleurs récemment que l'arsenal chimique d'armes chimiques syriens avait été démantelé. Ça... Par rapport à cette interdiction, l'intervention des Américains, des Français et des Britanniques était tout à fait justifiée. C'est du point de vue de la légitimité. Elle est légale de ce point de vue-là. Elle était légitime. Était-elle légale ? Si on regarde ce qu'est la législation internationale, pas strictement légale, puisque c'est seulement une autorisation du Conseil de sécurité ou bien une situation d'autodéfense avec appel explicite de la population qui est visée par l'utilisation des armes prohibées, qui peut rendre légale une intervention. Mais la question intéressante, et c'est comme cela qu'on va arriver peut-être à certains enjeux moraux que recouvre la notion de guerre juste, qui est une notion fort ancienne. On pratique la guerre juste depuis l'Antiquité, même si elle a reçu sa formulation philosophique dans la tradition chrétienne à partir de saint Augustin, et sa formulation moderne et juridique avec Grotius au XVIIe siècle. Il reste que lorsqu'on s'interroge aux raisons pour lesquelles cette frappe a eu lieu, on arrive, je crois, à quelques éléments importants du problème. Certes, il s'agissait d'endommager sérieusement ce qui reste de capacité d'attaque chimique syrienne. Et le bombardement du laboratoire dans le voisinage de Damas était clairement destiné à cela. Mais c'était aussi destiné à rappeler la règle internationale. Et pour cette raison, a envoyé un message clairement dissuasif, ça a été rappelé. Dissuasion portant sur quoi ? Portant sur l'impossibilité pour un gouvernement, quel qu'il soit, d'utiliser des armes de terreur
à l'égard de son peuple, bien évidemment, et à l'égard des autres peuples. Et dans cette utilisation des armes de terreur, on touche au fond à l'essentiel de ce qu'est le droit de la guerre aujourd'hui, ce qui reste de la notion morale cautionnée quand même par la légalité internationale de guerre juste. Parce que toute la réflexion sur la guerre juste depuis le XVIIe siècle, depuis sa formulation moderne, comme je le rappelais, est fondée sur la notion de discrimination, de limite. Aussi bien dans la partie qui concerne les buts de guerre, ce qu'on appelle traditionnellement le jus ad bellum, les raisons légitimes de faire la guerre, que dans ce qu'on appelle le jus in bello, les moyens de faire la guerre. Tout est fondé sur cette question de discrimination. Des causes, certaines causes et pas d'autres, pour les raisons de faire la guerre. Certains moyens et pas d'autres. Certains moments et pas d'autres. Certaines cibles et pas d'autres. Donc c'est tout ce travail de discrimination qui a donné une valeur morale au droit de la guerre. Et dans le droit de la guerre, pour ce qui a trait à l'utilisation des moyens, la règle fondamentale la plus forte est celle de la séparation entre combattants et non-combattants. Je préfère cette formulation à celle de civils et militaires, parce qu'aujourd'hui, ça ne signifie plus grand-chose, surtout dans une situation comme celle qui existe dans la Douma. Donc, combattants et non-combattants, on ne cible jamais les non-combattants. Or, l'utilisation d'armes chimiques qui a provoqué, là, pour l'utilisation du chlore, qui est une arme chimique, bien sûr, mais qui est sans doute la moins sophistiquée des armes chimiques, était clairement destinée à la population civile, intentionnellement et délibérément. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette invention de Thomas d'Aquin, qui remonte donc au Moyen-Âge, XIIIe siècle, du double effet. Le double effet consiste à, au fond, proposer une excuse morale si je ne peux pas être moralement responsable d'un effet que je n'ai pas intentionnellement voulu, même si j'étais certain ou certaine qu'il se produirait à la suite de mon action. Donc on peut à la limite accepter, dans la casuistique morale qui entoure la guerre juste, un bombardement qui, de manière certaine, produit des victimes civiles à titre collatéral, mais en revanche, des actions qui délibérément visent les non-combattants sont totalement prohibées. Or, que se passe-t-il, que s'est-il passé dans la Ghouta depuis depuis le début de la guerre, en fait? On a assiégé, on a affamé, on a bombardé. Dans ces trois cas, les civils étaient délibérément visés. C'est ce qu'on appelle une utilisation de la violence à des fins de terreur pour amener la population à se dissocier des combattants. Merci Monique, ces éléments contextuels et conceptuels étant posés, il y a maintenant ce que l'on fait de cette situation-là. Gérard Courtois, le géopolitologue Nicolas Tenzer a résumé en quelques mots comment lui, qui connaît évidemment bien ces sujets, voit la situation. Il voit, comme nous tous autour de cette table, des frappes indispensables pour marquer un coup d'arrêt à l'utilisation des armes chimiques, avec la fameuse notion de ligne rouge, des frappes limitées qui sont pour lui insuffisantes, car il dit maintenant: quand jugera-t-on l'ensemble des crimes de Bachar el-Assad? Quel scénario politique maintenant pour cette région du monde? Finalement, ces frappes, elles sont quoi? Des frappes symboliques, disait Thierry, des frappes de communication? Elles sont évidemment symboliques, Thierry et Monique l'ont rappelé. Juste pour revenir d'un mot sur ce qui vient d'être dit et le compléter à mon sens, on est dans une situation d'opposition frontale entre deux conceptions du droit international et de la communauté internationale. Les frappes américaines, françaises, anglaises étaient très spécifiquement destinées à rappeler l'interdiction des armes chimiques et, sauf à perdre toute crédibilité, cette intervention était inéluctable. Et en face, on ne l'a pas dit, et c'est important, on a une autre conception qui n'est pas celle du respect des normes ou des traités internationaux, qui est celle de la souveraineté nationale. C'est la doctrine russe, et cette doctrine russe a été soutenue de manière de plus en plus évidente et ferme par toutes les puissances émergentes de ces 15 ou 20 dernières années. La Chine, l'Inde, le Brésil, le Mexique, l'Indonésie, etc. Et rappelons quand même que le principe de la souveraineté nationale est inscrit à l'article 2 de la Charte des Nations Unies. C'est quelque chose qui fait partie du corpus
onusien, et de manière centrale. Donc cette souveraineté, ce principe de souveraineté et les ultra-souverainistes que sont devenus tous ces pays sont en opposition résolue, depuis qu'elle a émergé, à toute notion d'ingérence. D'ingérence humanitaire, d'ingérence pour protéger, puisque c'est la fameuse résolution du début des années 2000, Responsibility to Protect les populations. On avait d'ailleurs beaucoup dit, à ce fameux été 2013, on avait pu lire dans les journaux « Sigil le droit d'ingérence », comme si c'était joué quelque chose de fondamental dans cet ordre-là à ce moment-là. Sigil le droit d'ingérence, il s'est étouffé dans les sables irakiens en 2003 et il s'est enterré dans le désert libyen en 2011. L'intervention en Libye est la seule qui ait été faite sur la base de cette résolution Responsibility to Protect. Donc on est dans cet affrontement qui, me semble-t-il, renvoie à une vraie interrogation sur la nature de la communauté internationale aujourd'hui et demain. Et c'est une manière un peu longue de répondre à votre question. Dans ce contexte-là, que peut-on faire? Alors bon, la France, par exemple, dès demain à l'ONU, défendra une résolution pour remettre sur la table l'éventualité ou des pistes de règlement politique. Mais depuis 7 ans, je veux dire, aucun des protagonistes de près ou de loin de ce conflit n'a de politique syrienne. Aucun. Les Américains ne s'intéressent à la Syrie que pour contrer l'Iran. La Turquie ne s'intéresse à la Syrie que dans le cadre de sa guerre contre les Kurdes. L'Iran ne s'intéresse à la Syrie que dans son bras de fer avec l'Arabie Saoudite, que dans son désir d'étendre sa zone d'influence jusqu'à la Méditerranée, ce qui est une ligne rouge, c'est le cas de le dire, pour Israël, etc., etc. Quant aux Européens, ils sont divisés, souvent pusillanimes. Voilà, donc, hélas, je crains dans ce contexte-là que la solution politique soit pour l'instant inexistante, que personne ne la recherche vraiment, que tout le monde instrumentalise ce conflit pour ses besoins ou ses intérêts immédiats et directs, et que Bachar el-Assad a non pas un bel avenir, mais un avenir devant lui. Dans ces deux systèmes de valeurs, à la fois morales et juridiques, que vous venez d'opposer, Gérard Courtois, c'est vrai qu'on a pu regarder, en tout cas, ou sourire Elisabeth Roudinesco lorsqu'on entendait un pays comme la Russie ou même comme la Chine rappeler l'importance du cadre onusien, de la légalité internationale. C'était presque un peu lunaire, parce qu'évidemment, on a en mémoire la Russie dans sa relation de violation des frontières avec la Crimée. Quand on pense aussi aux violations chinoises des règles de l'OMC, il y avait quelque chose d'un peu lunaire dans tout cela. Ou j'ajoute aux 12 vétos de la Syrie à chaque fois que de la Russie à chaque fois que l'affaire syrienne est venue sur le. Elisabeth Roudinesco. Moi, j'ai toujours été défavorable à toutes les interventions, notamment la Libye qui était catastrophique, et surtout des interventions qui ne prévoient pas la suite. Mais là, on ne pouvait pas ne pas intervenir, justement, tout en sachant que ça ne sert pas à grand-chose, je dirais politiquement, diplomatiquement, mais on ne peut pas continuer à symboliquement justement laisser proliférer les armes chimiques, et surtout ça fait tellement longtemps qu'elles sont utilisées, et puis il y a eu ce précédent Obama qui a renoncé après avoir dit qu'il y allait. Alors il faut savoir ce qu'on fait, soit on pose qu'il y a une ligne rouge, à ce moment-là on s'y tient, et il faut y aller quelles que soient, à mon avis, les analyses politiques qu'on peut faire. Je ne crois pas que ça serve politiquement ni diplomatiquement, simplement ça sert symboliquement. Et ça réaffirme qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, c'est-à-dire terroriser les populations. J'ai lu aussi, et je crois que c'est vrai, qu'on se pose quand même la question, parce que Bachar el-Assad, il fait ça uniquement dans une intention de terreur. Parce que ça ne sert à rien. Militairement, ça ne sert à rien. C'était d'ailleurs l'argument des Russes comme des Syriens. C'est-à-dire, pourquoi voulez-vous que nous utilisions maintenant cette arme chimique-là, alors même que nous avons gagné, d'une certaine manière? Oui, mais militairement, de toute façon, il a gagné. Donc, on voit bien que c'est vraiment la jouissance d'utiliser ces armes. Alors, ce qui est évidemment dommage, mais on n'y peut rien, c'est que ce ne soit pas Obama, mais Trump. Parce que les déclarations de va-t-en-guerre de Trump contre la Russie sont, à mon avis, complètement ridicules. Il fallait
bien ciblés. Mais là, vraiment, je pense qu'il n'y avait pas le choix. Thierry Pech, peut-être sur ces deux systèmes, j'allais dire presque de vérités qui s'opposent aujourd'hui, puisque dans cette histoire-là, on entend deux vérités internationales. Je parlais au début de cette émission de ce que l'on voit sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire une guerre de vérité, en réalité. Oui, c'est pour ça que, si cela avait été possible, il était préférable de laisser avancer le processus de production des preuves et de les rapporter publiquement aux yeux non seulement des convaincus, dont nous faisons ici partie, mais de ceux qui ne l'étaient pas. Et alors peut-être ça n'a-t-il pas été possible. On est forcément très démunis face à des questions sur lesquelles le renseignement compte et on en était évidemment privé. Ce qui est sûr, et c'est ce que disait Gérard, il y a deux conceptions, disons, de la communauté internationale qui s'affrontent. Une conception disons, communautaire, celle qui a décliné ces dernières années, et une conception nationaliste, ou en tout cas de défense des souverainetés nationales. Mais je crois aussi qu'il ne faut pas sous-estimer deux utilisations de la légalité. Les Occidentaux sont souvent prévalus de la légalité internationale pour justifier leurs actions. Or, en Libye, ils n'avaient pas de mandat. Au Kosovo, ils n'en avaient pas toujours. Et ça, les Russes le leur ont rappelé régulièrement, en disant le droit dont vous vous prévalez, vous ne vous l'appliquez pas, vous ne l'appliquez qu'aux autres. Bon. Les Russes, de leur côté, essayent de mettre en avant justement le fait que cette intervention, ces frappes n'étaient pas légales, puisqu'il y avait, comme Monique l'a rappelé, il n'y avait pas de mandat de l'ONU pour ça. Mais enfin, évidemment, on est tenté de rappeler aux Russes qu'en Ukraine, où ils sont intervenus avec des petits hommes verts qui ne portaient pas le drapeau russe, mais qui étaient tous russes, ils ne se sont pas embarrassés de l'égalité, que lorsqu'ils ont annexé la Crimée, ils se sont encore moins embarrassés de l'égalité. Tout le monde a foulé aux pieds, et c'est ça qui est grave, les procédures internationales. L'autorité de l'ONU aujourd'hui dans ces matières, elle est très faible. En réalité, ce que peut faire de mieux l'ONU dans les semaines qui viennent, c'est d'être l'enceinte au sein de laquelle s'amorcera un processus de négociation politique sur l'avenir de la Syrie. Parce qu'aujourd'hui, il est de plus en plus évident que Bachar a gagné la guerre. Pas les Occidentaux, pas les Turcs, même pas les Russes en réalité. Bachar a gagné la guerre. Je dis même pas les Russes, parce que les Russes, en 2013, nous ont expliqué qu'ils allaient détruire l'arsenal chimique, et ce n'est pas le cas. Enfin, ils lui ont sauvé la mise, quand même. Ils lui ont sauvé la mise. Mais on a vu des bateaux circuler, traverser la Méditerranée pour amener en Sicile des armes chimiques qui devaient être détruites. Ça, on les a vus. Mais il en restait manifestement beaucoup. Bon, donc c'est aussi un échec, d'une certaine façon, pour la diplomatie russe, qui avait très bien joué en 2013 et qui avait apporté une bonne nouvelle à l'ensemble du monde. Bon. Donc je crois que il faut s'interroger sur ce cadre onusien. À quoi sert-il? Comment fonctionne-t-il? J'ajoute que c'est quand même le Conseil, enfin, les permanents du Conseil de sécurité de l'ONU sont les vainqueurs de 1945. Angela Merkel, lorsqu'elle a dit qu'elle soutenait cette intervention et qu'il était légitime qu'elle soit conduite par des gens qui ont un droit de veto au Conseil de sécurité, a souligné entre les lignes le fait que ni l'Allemagne ni le Japon, par exemple, mais ni la Chine, ni l'Inde, ni le Brésil. Oui, ce serait ce dysfonctionnement onusien actuel qui obligerait à intervenir sans cadre légal. Je pense que les institutions de 1945 sont fatiguées, voilà, pour résumer mon propos. Et juste un mot en réaction à ce qu'a dit Monique, la summa divisio combattants-non combattants, préférable à celle de civils et militaires, et je crois que Monique a tout à fait raison de le dire, elle est hélas très difficile à situer dans des conflits qui sont des guerres civiles, où sont impliqués des combattants en uniforme, des combattants sans uniforme, des innocents, etc. Même si Monique a tout à fait raison de dire qu'évidemment, les armes chimiques frappent délibérément des populations qui ne sont pas des populations combattantes. Avant cette actualité des frappes, la semaine dernière, à la même heure, dans cette même émission, nous commentions ce qui avait été l'affiche géopolitique de la semaine précédente, Monique Cantos-Perber, à savoir ce sommet d'Ankara, où l'on voyait Rouhani, le président iranien, Erdogan, le président turc et Vladimir Poutine se pencher à eux trois seuls sur le sort et sur l'avenir de la Syrie. Est-ce que ces frappes sont une tentative de dire l'Occident est encore là ?
il est tout à fait légitime que l'Occident, c'est-à-dire essentiellement les Américains et les Européens, essaient de reprendre des positions dans cette partie du monde, puisque depuis 2013, malheureusement depuis le retrait de Barack Obama, ce n'est plus le cas. Or, ils sont évidemment des acteurs tout à fait essentiels. Encore qu'ils n'ont pas, au même titre que les autres, que tous ceux qui ont été énumérés, à savoir la Russie, l'Iran... Et la Turquie, ils n'ont pas d'enjeux immédiats. Alors, la Turquie, on va le préciser, qui a soutenu ces frappes, ce qui est assez... Oui, qui a soutenu ces frappes, même les membres de l'OTAN, et l'OTAN était tout de même, évidemment, tout à fait associé à cette frappe. Alors sinon, bien sûr, pour les forces occidentales, et en particulier les Américains et les autres, maintenir une présence militaire à proximité de cette région du monde. Mais ce qui est tout à fait caractéristique, et je voudrais redire un mot à propos de l'attitude d'Obama en 2013, bien sûr, après avoir défini cette fameuse ligne rouge, qui au fond était redondante, hein, ça ne fait que reprendre ce que dit la Convention de 1997, il a immédiatement mis à profit le fait que les Russes sont intervenus et ont convaincu Bachar de renoncer à son armement chimique, et c'est à ce moment-là que la Syrie est revenue dans la convention qu'elle avait refusé de signer. Il reste que, n'oublions pas qu'en 2013, la victoire de Bachar n'était absolument pas acquise. Et il est probable que Barack Obama ait été retenu par la crainte de l'engrenage. C'est-à-dire, aujourd'hui, les frappes occidentales ne vont absolument pas changer le rapport de force. On le sait, en 2013, une intervention américaine dont on ignorait, enfin, qu'il aurait été difficile de limiter à des objectifs aussi modestes que ceux d'il y a 2 jours, pouvait avoir des effets tout à fait différents. Donc je pense qu'il y a eu une légitime, en tout cas inexplicable, ça ne veut pas dire que je la reprends, réticence. Mais juste sur 2 points qui me paraissent importants. Là, on a affaire à un cas tout à fait caractéristique de ce qu'est l'usage de la violence aujourd'hui, qui n'est plus tant utilisé à l'égard des voisins ou d'autres peuples. Bon, on n'est plus dans le cadre de l'intervention au Koweït, mais à l'égard de son propre peuple. Et c'est ce qui est la cause majeure de conflit aujourd'hui. Or, en général, quand cela se produit dans un État, et c'est tout à fait caractéristique en Syrie, c'est qu'à côté de l'acteur national, il y a une multiplicité d'acteurs non étatiques qui sont qui agissent pour le pire et le meilleur. Et c'est une des données, d'une certaine manière, qui inévitablement a amené à affaiblir cette légitimité de la souveraineté, d'ailleurs qui est reprise dans le droit de la guerre. Parmi les raisons d'entrer en guerre, il y a le fait que ce soit une autorité légitime qui décide d'entrer en guerre. Aujourd'hui, on a une multiplication d'éléments. Alors tout à l'heure, vous demandiez, est-ce trop tard ou jamais? Au fond, c'est pas ça qui importe. Est-ce que c'est le bon moment? Or, le bon moment, c'est toujours le bon moment de rappeler une règle internationale, puisque les personnes qui ont présidé à cette convention ont évidemment suffisamment réfléchi sur le fait qu'il était hors de question de multiplier, de renoncer aux propres normes qu'on a édictées. Juste un mot, hein, à propos de la guerre. Bon, mais je reprendrai plus tard. Allez-y, non, finissez. Tout à l'heure, j'ai fait une description très sommaire de ce qu'est la réflexion morale sur la guerre. D'un côté, les raisons d'entrer en guerre, de l'autre côté, la manière de le faire. Ces distinctions ont été progressivement désintégrées au cours des dernières décennies. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, au fond, la question morale essentielle, c'est celle du post-bellum. Qu'est-ce qui se passe après la guerre? Raymond Aron avait cette très belle expression, la paix belliqueuse. Il n'y a plus de distinction entre la paix et la guerre, souvent dans des zones qui ont connu de terribles conflits. La construction de la paix, sans parler du democracy building, de la construction de la démocratie ou de la nation, c'est une tâche très difficile et qui ne se fait jamais sans violence. Donc cette distinction a volé en éclats. Et ce qui a volé aussi en éclats, me semble-t-il, c'est la distinction entre les raisons d'entrer en guerre et la manière de faire la guerre. On ne peut plus dissocier les moyens et les causes. Les guerres les plus légitimes peuvent être totalement disqualifiées par les moyens qu'elles utilisent. Donc, d'une certaine manière, c'est toute la réflexion morale, bien sûr,
mais aussi juridique sur la guerre qui doit être revue. Quittons rapidement la morale pour une petite digression politique avant d'en venir à notre volet de politique intérieure justement avec vous, Gérard Courtois. Sur le sol français, à la suite de ces frappes, des responsables politiques, de Nicolas Dupont-Aignan à la France Insoumise, ont relayé, vraiment avec les mêmes termes, le discours russe, à savoir pas de preuve de l'attaque chimique, on ne sait pas si ça vient du régime de Bachar, la France n'a pas à s'aligner sur l'Amérique, on a entendu tout cela, on a entendu Marine Le Pen parler d'erreurs majeures, on a entendu Laurent Wauquiez dire « je ne crois pas à l'utilité de frappes punitives ». Est-ce que ça aussi c'est inédit, Gérard Courtois, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'unité nationale quand survient un moment de frappe comme celui-ci? Je dirais qu'il y a unité nationale quand il y a non-intervention, il y a division nationale quand il y a intervention. On l'a bien vu en 2003, quand Jacques Chirac a refusé d'entrer dans la coalition américaine pour intervenir en Irak. Je voudrais revenir sur un point qui est en partie une réponse à votre question, Émilie, mais un prolongement de ce que disait Thierry sur les preuves. Parce que c'est le gros argument depuis effectivement 2003, les mensonges qui ont conduit, américains et anglais, qui ont conduit à l'intervention et dont il s'est avéré qu'ils étaient infondés. En tout cas, ces assertions étaient infondées. Il faut quand même pas faire comme si la situation était similaire. Après la précédente attaque de 2013, à la Ghouta, déjà en Syrie, il y avait eu une mission d'enquête de l'ONU. Cette mission d'enquête avait conclu à l'usage massif d'armes chimiques dans ce conflit. Depuis 2015, un dispositif a été mis en place entre l'ONU et l'organisme de contrôle de l'utilisation des armes chimiques qui s'appelle, j'oublie, l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, l'OIAC. Ce dispositif a mené de nombreuses enquêtes sur le terrain en Syrie et a conclu que non seulement l'usage des armes chimiques continuait, il y a des dizaines d'exemples, 70, 80 exemples d'utilisation d'armes chimiques dans ce conflit, et que dans la plupart des cas, c'était le régime qui en était responsable. Donc, il ne faut pas faire comme si on était devant une espèce... Le doute, il est inévitable après l'affaire irakienne. Donc, il n'y a pas de vérité dans cette affaire, pour revenir à ce que nous disions tout à l'heure. Je crains malheureusement qu'il n'y ait pas de vérité dans cette affaire. Alors, après, je veux dire, j'allais dire un peu trivialement, tout est bon, tout fait polémique, tout est matière à polémique. Et notamment en ce moment. Il y a aussi, en toile de fond, une vieille, une vieille image de la diplomatie nationale gaullienne qui reste comme ça. Ne pas s'aligner sur l'Amérique. Ne pas s'aligner sur l'Amérique. Et qui nourrit soit disons une empathie ou une sympathie pour la Russie, soit en tout cas un rejet de toute opération qui ressemble à une alliance avec les États-Unis. Merci Gérard Courtois. On va maintenant spécifiquement revenir en France où l'on se prépare ce soir à la télévision à regarder la seconde interview de la semaine du président de la République, Emmanuel Macron. France Culture, l'esprit public, Émilie Aubry. Et il est vrai que cette semaine en France, la fabrique des images présidentielles tournait à plein régime. D'abord, il y avait ce plan com disruptif en diable. Pensez donc, transformer jeudi le trésor de TF1 de Jean-Pierre Pernaut, régulièrement moqué pour son prisme France éternelle et marronnier, en case d'actualité politique. Une mise en scène volontairement rurale, bucolique, depuis l'école d'un petit village normand. Et puis ce soir, on le sait, à 20h35, marié Jean-Jacques Bourdin, l'intervieweur vedette de RMC, au fondateur de Mediapart, Edoui Plenel, sur la scène du théâtre de Chaillot. Que de créativité pour réinventer la médiatisation d'une geste présidentielle et continuer de marquer la différence avec le président du monde d'avant, François Hollande, qui lui avait fait mercredi, jeudi la promo de son livre le plus classiquement du monde sur des chaînes du service public, la matinale de France Inter, le 20h de France 2. Et puis il y avait aussi cette semaine d'autres images du macronisme. L'évacuation musclée de Notre-Dame-des-Landes pour rappeler l'intransigeance présidentielle à faire appliquer l'état de droit, sans oublier les facultés évacuées et les grèves qui continuaient, profusion d'images, sémiologie du macronisme et comme une mise à jour. Nous avons souhaité
à TF1 venir dans une école. C'est le symbole de la République. Et je vais rejoindre le président dans cette classe de CE2 où nous n'avons pratiquement rien changé. Vous allez le voir. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, Jean-Pierre Pernaut. Merci d'avoir accepté cette invitation. C'est une grande première, surtout dans un cadre comme celui-là. Je suis écœuré. Je suis écœuré parce que mon pouvoir d'achat a diminué de 18% depuis que je suis à la retraite. J'ai demandé un effort aux personnes retraitées. Je veux m'expliquer, mais d'abord je veux dire une chose. Je leur dis merci. Quand même une image que vous aviez donnée, mais ce que je veux vous celle faire du comprendre. premier de cordée, Oui. Le premier de cordée qui tire les autres. Oui. Est-ce que la corde est assez solide? La corde est solide, c'est notre pays. Mais pourquoi j'ai utilisé cette image? C'est de dire, c'est pas vrai qu'on est juste quand on empêche les gens de réussir. Je suis président de tous les Français. Vous savez, les riches, ils n'ont pas besoin d'un président. Ils se débrouillent très bien tout seuls. Les gens qui aujourd'hui manifestent, sont présents, créent du trouble, ce sont des gens qui occupent illégalement des territoires publics ou privés. Ils n'ont plus aucune raison de le faire, il n'y aura pas d'aéroport. Donc depuis le début de la semaine, nous faisons ce que nos concitoyens attendent de l'État. On rétablit l'ordre républicain. Elisabeth Roudinesco, qu'est-ce qu'elle vous a inspiré comme commentaire cette semaine, la fabrique des images, selon Emmanuel Macron? Moi, c'est ce côté de Macron que j'aime pas du tout. Voilà, il y a une part que je trouve... Ça, c'est clair et net. Que je trouve excellente. Restauration de l'élection, restauration d'une certaine pompe présidentielle. La politique extérieure me paraît pas mal. Mais là, ce qui me frappe, c'est que, d'une manière générale, sont présentés comme absolument inéluctables des choses dont on ne peut pas du tout penser qu'elles sont inéluctables, quoi. C'est toute sa politique. Il faut réformer, il faut faire ceci, il faut penser comme ça. Et on a l'impression qu'on ne peut pas en sortir. Et que l'opposition, et que tout discours qui serait opposé à ça, et pas forcément d'ultra-gauche, mais serait ringardisé en quelque sorte. Ça, cette certitude-là est toujours inquiétante quand elle est au pouvoir, parce qu'on a l'impression de quelqu'un qui ne doute pas assez de lui-même. Peut-être doute-t-il. Bon. Alors maintenant, il a un sens du théâtre, de la pompe. En outre, il n'y a pas d'opposition véritable en ce moment, donc il a la place libre pour théâtraliser tout. Il essaye évidemment de ne pas faire comme les autres. Il y a ce coup de cette école, Jean-Pierre Pernaut. Mais par exemple, l'évacuation de la ZAD, ça ne va pas du tout à mes yeux. On pouvait faire tout à fait autrement. C'est pas la peine que ce soit aussi violent. Il y avait qu'à beaucoup plus négocier, attendre. Après tout, il s'agit de gens qui sont plutôt pacifistes, avec une utopie, une chose écologique comme ça. Bon, on sait bien ce que c'est. Fallait prendre du temps et peut-être pas sans arrêt affirmer l'ordre républicain, parce que qu'est-ce qui va arriver si ça continue? Il n'y aura pas d'ordre du tout. Voilà. Donc, non, ça c'est le côté que je trouve trop sûr de lui, mais alors qui est peut-être... D'une manière générale, Macron, évidemment, pose un énorme problème. J'allais dire, tout le monde a voté pour lui. On n'avait pas, au deuxième tour, de choix. Je ne pense pas que vous puissiez affirmer comme ça devant cette salle si nombreuse. Non, regardez les contestations. Je parle en tout cas de ce qui s'est passé lors de cette élection. Que faire? On avait une opposition défaite, on avait la droite et la gauche défaites, on avait Marine Le Pen, et puis il a des qualités réelles. Je ne peux pas dire le contraire, je lui trouve des qualités réelles. Mais je trouve là vraiment que présenter comme inéluctables des choses qui ne le sont pas forcément, et ça c'est quelque chose que je n'aime pas. Alors à la fois sur cette inéluctabilité, comme disait Elisabeth Roudinesco à l'instant, Thierry Pech, et peut-être aussi sur, est-ce que cette semaine vous a permis de comprendre finalement la différence fondamentale qui existe entre le hollandisme et le macronisme? J'ai 1h30 pour répondre. Ah mais non, vous savez que dans cette émission, vous n'avez jamais 1h30, Thierry Pech. C'est un exercice de la frustration. Sur l'inéluctabilité, bien sûr, Elisabeth a raison, et on se souvient tous du fameux TINA. There is no alternative. Voilà, il n'y a pas d'alternative. Non, en démocratie, justement, il y a toujours des alternatives, et il faut, au contraire, les manifester. Elles sont parfois pas bonnes. Bon, mais elles existent. Ça, c'est le premier point. Alors, la différence entre le macronisme et le hollandisme... sur le fond et sur la forme, puisque nous nous intéressons aussi à la sémiologie aujourd'hui. Non, je crois que ce que les macroniens n'aiment pas entendre, c'est ce que je vais dire, c'est qu'au fond, il y en a beaucoup moins qu'ils le prétendent. Il y a beaucoup de continuité, y compris dans la politique économique. Les macroniens sont des réformateurs plus
rapide, exigeant. Le style présidentiel est très différent, bien sûr. La fabrique des images, comme vous dites, est très très différente, mais il y a aussi beaucoup de continuité qu'il faut reconnaître. Alors, pour revenir à l'intervention du chef de l'État dans cette école au Trésor, avec, entre nous, Jean-Pierre Pernaut, d'une complaisance qui, moi, me presque énamouré, on a dit beaucoup. Non, mais ça me fait presque sourire, tellement c'est ridicule. Mais... c'est un peu cucu, quand même. On a le droit de s'amuser un peu de la vie politique aussi, quand même. Sinon, ça pourrait être vraiment très ennuyeux. Mais il était dans un contexte qui commençait à être difficile. Conflit à la SNCF, conflit dans les universités qu'il ne faut pas surestimer, mais qui est là, Notre-Dame-des-Landes, baisse dans les sondages, notamment auprès des retraités et d'une partie des classes populaires. Donc il était temps d'intervenir. La rareté de la parole du prince a été théorisée, je crois, par les rois d'Assyrie il y a maintenant plus de 3000 ans, mais il y a des moments où il faut que le prince se manifeste pour faire entendre, en tout cas, sa version des choses, sa vision, son cap, etc. C'est ce qu'il a fait. Et c'est ce qu'il va refaire ce soir. Pourquoi il le fait à 2 reprises, avec ces 2 mises en scène-là? Mais je voudrais attirer l'attention sur un point. C'est que si, par exemple, parce que la cible, c'était beaucoup les retraités, parce qu'effectivement, les retraités, ils ont payé un supplément de CSG pour une partie d'entre eux, en tout cas, et certains le vivent mal. Je crois que ça souligne un problème, c'est qu'il y a eu une désynchronisation du programme présidentiel. L'idée du programme, c'était je prends aux retraités, je donne aux actifs. Et dans le même temps. C'était en même temps au sens littéral du terme. Or, ce qui s'est passé, ce n'est pas tout à fait ça. On a augmenté la CSG tout de suite, mais la Cour des comptes avait fait un rapport alarmiste, souvenez-vous, on lui avait d'ailleurs commandé, en disant on sera au-dessus de 3% de déficit, donc il faut faire très très attention. Résultat, 6 mois plus tard ou 9 mois plus tard, on est à 2,6% de déficit, ce qui est un écart suspect quand même. Ça fait beaucoup, ça fait une très grosse erreur dans la prévision de la Cour des comptes. Mais la conséquence de ça, c'est qu'on a dit on va étaler les contreparties, c'est-à-dire baisse de charges salariales qui devaient profiter aux autres. Donc le deal macronien qui était un deal en faveur des actifs et des jeunes, qui demandait une solidarité intergénérationnelle descendante, des plus âgés vers les plus jeunes. Ce deal ne pouvait plus être assumé. C'est ce que le président de la République a redit dans cette émission face à Jean-Pierre Pernaut, mais les Français n'ont pas pu voir la couleur de ce deal intégralement. Et donc il y a une désynchronisation du programme qui est, à mon avis, un peu une faute originelle. Et selon vous, qu'est-ce qu'on verra ce soir? Quelle est la vocation de la seconde prestation présidentielle ce soir? J'espère qu'on parlera des sujets qui n'ont pas été évoqués, par exemple de la loi Collomb, qui est aujourd'hui une loi qui divise un peu les rangs de la majorité. J'aimerais qu'elle soit évoquée devant les Français, qu'on pose des questions au chef de l'État, qu'on l'interroge en particulier sur ce qui, à mes yeux, je l'ai dit ici, je l'ai écrit dans les journaux et on m'en a assez reparlé depuis, est encore une dissonance entre ce qui était dit pendant la campagne et ce qui est fait aujourd'hui sur ce sujet. J'ai d'ailleurs à ce sujet beaucoup apprécié la sortie de Jacques Toubon expliquant que les droits de l'homme n'étaient pas dans les terres mais sur les trottoirs de la Villette. Sur France Inter cette semaine, notamment Monique Campos-Perber. Elisabeth Roulinesco nous disait il y a quelques instants qu'il n'y avait pas vraiment d'opposition face à ce président. En tout cas, 2 oppositions s'affichent aujourd'hui à la une du journal du dimanche. Jean-Luc Mélenchon qui parle de cette mise en tension délibérée du pays par le président qui provoque le désordre et la chienlit. Et puis Laurent Wauquiez qui pense que ce président-là ne ressent pas le pays. Je le cite, il ment. Le macronisme est un illusionnisme. Est-ce que ce sont ces termes que vous reprendriez vous aussi en ayant regardé le président cette semaine à la télévision? Non, je ne les reprendrai pas. Je crois que le gouvernement, la pratique du pouvoir d'Emmanuel Macron est tout à fait caractéristique d'une évolution des sociétés contemporaine. Il est arrivé au pouvoir avec un programme tout à fait ample, au but, à mon sens, démesuré, mais pourquoi pas, il fallait voir. Il s'agissait de réformer la France, de libérer ce pays de ses archaïsmes, de ses verrous. Bref, comme il l'a dit à plusieurs reprises lors de l'entretien avec Jean-Pierre Pernaut, de reconstruire la maison, pas simplement de la réparer, mais de la reconstruire, donc une ambition extrêmement radicale. Et il a instauré, depuis qu'il est au pouvoir, presque un an, une pratique politique qui consiste quand même à
à priver de légitimité les avis contraires et les oppositions, à réduire ce qu'on appelle traditionnellement le pluralisme politique, peut-être pour de bonnes raisons. Je ne discute pas de cela. Pour l'instant, j'observe ce qui se passe, à délégitimer les autres, les acteurs, enfin les collectivités territoriales et tous ceux qui portent un message qui organise d'une certaine manière la pratique du pouvoir dans les démocraties libérales depuis plus de 2 siècles, c'est-à-dire l'existence de contre-pouvoirs et de forces de rappel qui obligent le pouvoir à se limiter. Donc cela au nom de l'efficacité, cela au nom des menaces, cela au nom de la nécessaire rapidité de l'action, de la nécessaire réactivité. Ça se passe en France de manière caractéristique, ça se passe dans d'autres pays. Donc plus que jamais pour vous, Emmanuel Macron n'est pas un libéral. Il est vrai qu'avec cette ambition de réforme, évidemment, il vaut mieux arriver comme l'a fait Bonaparte sur une table rase, encore que Chateaubriand dit que beaucoup d'éléments de l'Ancien Régime ont subsisté après la Révolution. Mais il reste que là, de la part du président, c'était tout à fait naturel, puisqu'il se heurte à des difficultés. La société, c'est quand même une chose complexe. C'est pas simplement une maison qu'on repeint et dont on refait les fondations. C'est plein d'initiatives décentralisées, c'est plein d'incohérences. Au fond, c'est plein de désordre, mais c'est ce qui fait la créativité d'une société et qui préserve la liberté des acteurs. Donc on se retrouve face à quelque chose de compliqué, qui ne se laisse pas manipuler comme ça, avec des effets réactionnels qu'on ne pouvait pas prévoir, et puis surtout énormément de normes. Il y a les tribunaux administratifs qui protestent contre les mises en rétention, il y a les associations qui ont leur légitimité. Bref, on a énormément quelque chose de très foisonnant, mais qui est... Et en effet, Emmanuel Macron veut rappeler, c'est comme ça que j'ai perçu l'entretien, puisque c'était la question que vous nous posiez au départ, veut rappeler ses intentions, sa bonne volonté, sa compétence. De sa part, c'est tout à fait légitime et il l'a fait avec un très grand talent. Mais cela dit, la vision du monde, la vision de la société, la vision de l'action politique qui en est ressortie n'est absolument pas la mienne, et j'espère que j'aurai l'occasion de le montrer. Je pense même qu'elle n'est pas véritablement justifiée, mais enfin, si vous voulez, il faut qu'il y ait une pluralité de vision du monde pour que la conversation continue, donc c'est tout à fait normal qu'on ne soit pas d'accord sur tout. En fait, la politique existe pour nous donner un sujet de conversation. Il reste que, pour répondre à votre question, non, en effet, à mon sens, il n'est pas du tout un libéral, puisque je considère, fidèle à la grande tradition libérale qui est la mienne, que le libéralisme économique, auquel on le réduit très souvent, n'est qu'un moyen, au fond, pour accroître les libertés, et que parfois des restrictions au libéralisme économique sont nécessaires pour la cause libérale, justement. Donc je m'intéresse plutôt au libéralisme politique et à la défense des libertés individuelles. Il reste que, pour répondre à votre question, qu'est-ce qu'a fait Macron, au fond? Est-ce qu'il l'a expliqué ? Quoi que ce soit. Est-ce qu'il a expliqué aux retraités qui gagnent 1 200 €, qui vit avec 1 200 € par mois, qu'on va lui retirer 24 € pour que l'actif ait 24 € de moins à payer, qui servira à payer la retraite de l'autre, alors que le retraité entretient très souvent ses enfants, enfin, en tout cas, aide ses enfants beaucoup plus que c'était le cas autrefois, que la vie est difficile avec 1 200 €. Qu'est-ce qu'il peut comprendre, le retraité? Ce n'est pas ça, expliquer. Expliquer, c'est pas dire, voilà, je l'ai fait, pourquoi je l'ai fait, et c'est moi qui le fais, et je suis très bien pour le faire. Non, expliquer, ça veut dire, voilà, il y a un problème à résoudre, il y a plusieurs options, il y a différentes visions, tout est légitime, et moi j'ai choisi cela pour quelques raisons. Voici, vous pouvez pas me reprocher d'avoir choisi cette voie, vous pouvez seulement me reprocher de ne pas vous l'avoir expliqué. Cette explication, à mon sens, n'a pas été donnée. Rapidement, Elisabeth Roudinesco, avant de donner la parole à Gérard Courtois, est-ce que pour vous aussi, Emmanuel Macron n'est pas un libéral au sens où nous l'a très bien défini Monique Cantos-Perber? Est-ce que vous moqueriez Emmanuel Macron comme l'a fait François Hollande dans son livre qui paraît cette semaine? François Hollande qui moque chez Emmanuel Macron une sorte de nostalgie monarchiste. Est-ce que c'est le monarchisme macronien que vous avez vu à l'œuvre cette semaine à Notre-Dame-des-Landes, par exemple? Oui, mais je voulais dire... Quand je dis qu'il n'y a pas d'opposition, j'ai pas dit qu'il n'y avait pas d'opposants. Voilà. Mais quand même, les deux partis classiques ont été détruits, ont implosé. On a d'un côté la France insoumise, de l'autre côté Wauquiez avec un parti républicain qui se droitise de façon très inquiétante. Donc quand même, j'insiste, il a un boulevard. Voilà. Et d'ailleurs, ça a été annoncé dans son slogan « et droite et gauche, ni droite ni gauche », etc. Il gouverne avec les deux choses qui manquent, face à une société civile qui gronde.
Et cette société civile n'est pas forcément tout à fait représentée dans les partis qui existent. Donc, ce que je voulais dire, bien sûr, ce n'est pas un ultralibéral, c'est plutôt un social-libéral. Mais je dirais qu'il est beaucoup trop sûr de lui sur ce plan-là. Maintenant, on va voir la suite. Alors, je ne vais pas demander à Gérard Courtois de réagir à ce péché d'orgueil présidentiel, mais avoir peut-être votre regard global sur cette fabrique des images présidentielles très riche, très abondante, avec, en effet, comme le disait tout à l'heure Elisabeth Roudinesco, les images de Notre-Dame-des-Landes. Toute cette semaine présidentielle, elle vous inspire quel commentaire? D'abord, il ne faut pas s'en tenir à la séquence Jean-Pierre Pernaut, TF1. Il y a celle de ce soir aussi. Oui, non, il y a celle de ce soir sur la scène du théâtre de Chaillot. Il y a eu, qui était tout aussi mise en scène et théâtralisée, l'intervention du président de la République au Collège des Bernardins, s'adressant aux catholiques à l'invitation des évêques de France. Et il y a eu pendant la semaine... Et là, on est dans la mise en scène globale d'une semaine théâtrale. Et on sait que le président de la République a rencontré l'aventure théâtrale de manière un peu déterminante quand il était adolescent. Et précoce. Dans cette mise en scène théâtrale, il y a en plus, tout au long de la semaine, comme en surimpression, comme des vidéos sur un fond de scène, comme ça se fait maintenant très fréquemment pour des spectacles, il y a eu ce dessin constant du profil du président de la République, dont la main ne tremble pas, ni pour évacuer Notre-Dame-des-Landes, ni pour évacuer les universités quand elles étaient occupées, certaines en tout cas, ni pour restaurer le crédit de la France en Syrie. Et donc, on a cette espèce alors pour le coup, de mise en scène globale sur l'ensemble d'une semaine, en réaction effectivement à une situation qui commence à devenir beaucoup plus urticante et beaucoup moins indulgente qu'elle n'était jusqu'à présent. Mais ça produit deux effets, à mon sens, deux effets problématiques pour Macron. Un effet de saturation, enfin, ça risque de produire un effet de saturation. Et de la part d'un président qui avait affiché, en tout cas, sa volonté d'une parole présidentielle plus rare, jupitérienne, à la mode Pilan-Mitterrand, et ça produit aussi, et c'est là aussi embarrassant à mon sens assez rapidement pour lui, un effet de perplexité. Parce que, et ça rejoint ce que disaient les uns et les autres, on est devant une espèce de profusion d'images et de paroles. Au fond, les gens se disent « Ah bon ?» Et on se pose nous-mêmes la question, quel numéro va-t-il nous faire ce soir sur la scène de Chaillot, après le numéro Pernaut, après le numéro Évêque. Et il y a, au fond, la question est présente, tenace, comme ça, est-ce que tout ça, c'est une forme de diversion par rapport à l'action et à la réalité de l'action? Et j'ajoute un mot, puisque vous posiez la question de la comparaison avec François Hollande. Dans son bouquin sur les leçons du pouvoir, François Hollande consacre un chapitre à la parole présidentielle, ça s'appelle « Parler ». Et il le conclut ainsi, et je trouve ça remarquablement d'actualité. À s'inviter en permanence chez les gens, ils finissent par vous fermer leurs portes. À vous voir, ils ne vous regardent plus. À saturer l'espace, ils vous effacent. À leur annoncer chaque jour une initiative, ils ont déjà oublié la dernière. C'est la différence, ça c'est le coup de pied de l'âne, c'est la différence entre donner du sens et faire du bruit. Bon, il parle d'expérience. Thierry Pêche, est-ce que le président Macron donne du sens cette semaine ? Moi, je vais essayer de le défendre un peu, parce que cette émission qui a parfois été accusée d'être un peu trop macronienne, aujourd'hui est une espèce de cénacle de critique, et ça fuse et ça crépite. Bon, on ne peut pas faire deux reproches en même temps. On ne peut pas dire d'un côté il en fait trop, et de l'autre il est fermé à la presse, aux journalistes, etc. Je ne dis pas il en fait trop, je dis Gérard, ça ressemble à du fabriqué, trop fabriqué. Je ne parle pas que de vous. Des gens nous écoutent, savez-vous. Donc, d'accord. Non, mais vous voyez, on fait ces deux reproches en même temps. Ils ne peuvent pas cohabiter, ces deux reproches. Bon. Il y a une séquence d'intervention présidentielle très forte, là, depuis le Collège des Bernardins, vous avez raison, jusqu'à ce soir, où on aura beaucoup entendu, beaucoup vu le président de la République.
Mais je voudrais attirer l'attention sur un fait. Quand on lui reproche d'être trop fermé à la presse, je crois qu'il faut entendre quelque chose aussi du côté des macroniens. C'est que cette presse se prend pour beaucoup plus importante qu'elle n'est. Alors c'est pas agréable, parce qu'il y a beaucoup de journalistes ici, mais il y a un narcissisme des médias traditionnels qui est vexé, blessé par la réévaluation à la baisse de son pouvoir dans les yeux de son pouvoir dans les yeux du pouvoir, précisément. Dans les yeux du pouvoir exécutif. Et je dirais la même chose d'autres contre-pouvoirs. Moi aussi, je suis libéral politique, au sens où, je crois, le disait Monique tout à l'heure, et je m'interroge naturellement sur la gestion libérale ou pas de ce pouvoir. Est-ce qu'il est autoritaire? Est-ce qu'il est jacobin? Bon. Mais enfin, le libéralisme politique et ses contre-pouvoirs tels qu'on les a conçus, si on devait en faire un tableau aujourd'hui, conduirait sans doute à peindre des contre-pouvoirs très affaiblis. Le Parlement. Les parlementaires ont des pouvoirs de contrôle, d'évaluation dont ils ne se servent jamais. Pourquoi ne s'en servent-ils jamais? Parce qu'ils manquent d'indépendance. Pourquoi manquent-ils d'indépendance? On ne va pas répondre aujourd'hui, mais c'est ça la bonne question. Les syndicats, bien sûr, ont leur place. Moi, j'ai même travaillé dans un syndicat, la CFDT, je l'assume, c'est ma famille de pensée et de sensibilité. Mais les syndicats sont très affaiblis. On peut dire qu'il faut les consulter matin et soir, mais enfin, que représentent-ils dans le tissu productif aujourd'hui? Les médias traditionnels des journalistes se prennent pour le centre du monde et du quatrième pouvoir, mais en réalité, leur influence décline. Et donc, je crois qu'il faut travailler sérieusement à entendre ces critiques sous-jacentes du macronisme au vieux monde et se demander comment reconstituer des contre-pouvoirs qui aient une vraie prise dans et sur la société. Eh bien, et là, ce sera le mot de la fin, car je crois que vous aviez tous encore envie de réagir à cette folle semaine présidentielle. On garde quelques secondes peut-être pour des conseils de lecture cette semaine. Elisabeth Roudinesco. Un conseil de lecture, le livre d'Alain Touraine, Macron par Touraine, aux éditions de l'Aube, qui est une très belle réflexion sur... il y a un pilote dans l'avion, mais qu'est-ce qu'il va faire? Thierry Pêche, Monique Cantos-Perber. Relisez le discours de la servitude volontaire de Nicolas de la Boétie. C'est là qu'on trouve l'histoire des rois d'Assyrie et de la rareté de la parole du pouvoir. Monique. D'abord, je voudrais dire que ce n'est pas le président de la République qui ordonne l'évacuation d'universités. Ça, il faut quand même le préciser. Oui. C'est le président de l'université qui peut parfaitement s'opposer à l'injonction. Absolument. Non, il ne faut pas lui reprocher de faire une chose qu'il ne fait pas. Juste après, moi, je voudrais conseiller le livre de Paris Strauss sur... l'assassinat, la mise à mort de Jules César, parce qu'on nous explique comment le 12 mars 44, avant l'ère chrétienne, 24 coups de poignard ont été assénés à Jules César, chacun porté par un de ses plus proches. Et la construction de cette fatalité historique est assez fascinante. Merci beaucoup, Gérard Courtois. Je l'ai cité puisque je l'ai lu cette semaine, Les leçons du pouvoir de François Hollande, parce que c'est quand même un regard acéré, globalement plutôt bienveillant sur la politique. Eh bien, merci pour ce conseil. Merci à tous les quatre, Elisabeth Roudinesco, Monique Cantos-Perber, Thierry Pêche et Gérard Courtois. Merci à Céline Leclerc qui, comme toujours, a préparé avec moi cette émission, à Luc Jean Reynaud qui l'a réalisée, à la technique aujourd'hui, Cédric Chatelus, Stéphane Touvenin, Renaud Fluzin et Jean-Michel Després. Et puis merci à vous encore une fois d'avoir réagi, d'être venus si nombreux aujourd'hui nous rencontrer à la maison de la radio. Tout de suite, on va oublier ce monde de brut avec la douceur réconfortante de la gastronomie. Alain Krugère a rendez-vous avec Emmanuelle Maisonneuve, une femme qui a un métier vraiment difficile puisqu'elle est inspectrice pour le guide Michelin. Tout de suite, voici On ne parle pas la bouche pleine. À dimanche prochain.